Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ici, un podcast sauvage, comme vous avez l'habitude, à la maison, etc. Avec comme invité Benjamin Durand, parce que c'est le spécialiste mondial, enfin en tout cas européen ou en tout cas de francilien, de PJ Harvey, dont nous allons traiter ce soir parce que j'ai découvert des concerts absolument fabuleux, parce que je collectionne des archives vidéo et je suis tombé deux fois, enfin pas deux fois, mais enfin plusieurs fois sur des concerts absolument merveilleux où j'ai pas pu zapper, tout simplement. Donc j'ai voulu en savoir plus sur PJ Harvey et c'est pour ça que j'ai demandé à Benjamin de venir ce soir et il a répondu à l'invitation. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Antoine, bonsoir Donc tout le je monde. suis là vraiment pour te questionner, c'est plus un entretien qu'on va avoir tous les deux pour que tu m'expliques un peu qui est PJ Harvey, née en 69, une demoiselle anglaise née en 69, donc qui va fêter ses 50 ans, et ça tombe bien du coup parce que bah, voilà, on va fêter son anniversaire ensemble quelque part. Une petite nénette de Bridport dans le Dorset en Angleterre. Et on va essayer d'en parler un petit peu. Alors, qui elle est, à part le fait qu'elle prend des cours qu'elle est attirée par la sculpture au départ, et qu'elle est dans une famille qui est hyper branchée rock'n'roll, j'ai l'impression. Enfin, c'est une famille qui a l'air un peu rock'n'roll. L'exemple génial, moi, qui m'a tout de suite percé le cœur, c'est que ses parents étaient amis avec Ian Stewart, le sixième Stones. Donc, qui sont ses parents et d'où elle vient et pourquoi elle va faire ça, quoi. Donc ses parents sont Ray et Eva Harvey, qui donc étaient originaires de cette région très rurale qui s'appelle le Dorset. Il se trouve en fait que hier soir j'ai rencontré par hasard une jeune fille originaire du Dorset et on Oh, parlait un petit peu de ça et elle me disait un détail qui en dit long et surtout qui en dit long sur la période durant laquelle PJ Harvey était enfant, c'est que c'est une des seules régions historiques anglaises où il n'y a pas le passage d'autoroute. d'accord. Ce qui signifie que c'est vraiment une région super rurale. Et en fait, les parents de Polly Jean Harvey Polygine, ouais. étaient des baby-boomers, un petit peu hippies sur les bords dans les années 60. Ils se sont rencontrés, ils se sont mariés à la fin des années 50, début des années 60. Et ils sont restés donc dans cette espèce de réseau culturel du Dorset, donc entre Yeovil, qui est une des principales villes du Dorset, et une région plus proche de la côte, où ils se sont installés, donc notamment à Bridport, là où Polly Jean est née en 69, et donc avec pas mal de leurs amis. Ils avaient toute une espèce de bande d'amis, donc où ils avaient des rapports un petit peu comme ça, un peu à la hippie, on va dire. Donc Et c'est pas au golf qu'ils ont rencontré Ian Stewart, quoi. Qui était. non, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'était tous des passionnés de blues et de rock and roll, surtout américains. Ils avaient avec tous leurs amis des grosses collections de disques de blues, etc. Ils faisaient des soirées disques comme on fait nous, quoi, en fait, finalement. Peut-être, enfin, Oui, mais surtout, ils étaient dans un espèce de réseau qui organisait des concerts de clubs D'accord. pour tous les musiciens de blues, etc. Et en fait, eux, ils ont fini par racheter une ferme. La maman de Polly Jean, Eva, était tailleuse de pierre. D'accord. Et donc, pour pouvoir exercer sa profession, etc., c'était beaucoup plus intéressant qu'elle ait une ferme. Et donc, c'était un endroit où il y avait du monde pour le couchage, tout Ouais, bêtement. c'est ça. Et donc, il y avait Et tout pour un... écouter les disques forts sans gêner les voisins, ouais. Tout à fait. Et donc, il y avait donc tout un réseau. Ils ont sympathisé avec tout un réseau de musiciens de blues, etc. Et effectivement, Ian Stewart, quand il n'était pas en tournée avec les Stones, avait son propre groupe de blues. Rocket 88, ouais. Exactement. Qui écumait tout plein de clubs de blues en Angleterre. Et Sur- quand il passait dans le Dorset,
il venait dormir Chez chez la les famille parents, de PJ. chez la famille Harvey, PJ, ouais. etc. Et donc c'est... Parce que, resitue-moi, Bridport, c'est où exactement géographiquement dans l'Angleterre? C'est proche de l'Écosse ou pas du tout? Ah bah non, c'est plein sud. En fait, c'est plus ou moins à équidistance entre Bournemouth et Exeter. D'accord. Donc du coup, moi, ce que j'ai lu en préparant cette émission, c'est que elle, tout de suite, en fait, sa première passion quand elle est ado, c'est qu'elle fait pas mal de sculpture, elle prend des cours de sculpture et elle apprend très vite un peu la musique par le biais du saxophone où elle va Oui. un peu prendre des cours de saxophone un peu appuyés avant de former ses Tout propres à fait. groupes à la fin des 80s finalement. Ouais, elle est baignée par la culture de blues américain de ses parents Ouais. et Ça va s'entendre dans sa musique. dès Ouais. dès qu'elle a une dizaine d'années, elle commence pas mal à écrire des chansons. Donc là, on peut déjà dresser un petit parallèle en termes de maturité d'écriture avec une personnalité comme Kate Bush, par exemple. Ouais. Et Genre la nana à 14 ans, elle avait déjà des mots de ouf, quoi. C'est ça que tu veux dire, en fait. en tout cas, elle, C'est pas Gilmour qui était là pour la repérer, mais... c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire surtout que elle est passionnée par l'écriture de chansons. Ouais. Et c'est ça qui est vachement intéressant parce que s'il y a quelque chose qui revient très souvent dans les interviews qu'elle peut donner sur sa démarche, c'est que elle s'identifie à une songwriter. Ouais. Et du coup, donc son premier groupe, elle se retrouve dans les automatiques De la mini. Gemini. Donc Et le elle groupe elle qui fait est... la rencontre déjà avec John Parrish Voilà, dès la fin des 80s. le leader de ce groupe, c'est John Parrish, qui est un musicien originaire de Yeovil, mais qui vit dans la grande ville limitrophe qui est Bristol, qui, on le sait en plus, au début des années 90, par toute la scène du trip-hop, Portishead, etc., va être très importante. Et donc, il y a quand même un certain vivier de musiciens dans ce coin-là. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que John Parrish, qui est un musicien tout à fait singulier, qui a sa vocation musicale, qui est notamment liée aux années du glam rock. Hein. C'est quelqu'un qui a en gros 10 ans de plus que Polly Jean. D'accord. Et il explique, lui, que ses premières amours, c'est le glam rock, et qu'ensuite, il s'est beaucoup plus recentré sur le blues, avec une passion particulière pour Captain Beefheart. D'accord. Et ce Ouais, que ça, Polly c'est marrant. Jean explique, c'est que ses parents, à elle, étaient très, très, très friands de Captain Beefheart. En D'accord. gros, vraiment, à la maison, les dieux... À la maison, Ouais. c'était en gros Howlin' Wolf, Bob Dylan et Captain Ah, Beefheart. c'est marrant. Et ça se ressent vachement dans ce qu'on va entendre, enfin, dans ce qu'elle va produire très vite. Et en fait, quand elle était enfant chez ses parents, elle entendait les disques de Captain Beefheart, mais elle ne les comprenait pas et ça lui faisait un petit peu peur. Et elle Surtout qu'il explique... n'y a pas tellement de saxophone dans les disques de Captain Beefheart. Enfin, un peu. Il y a du saxophone dissonant un petit Ouais, peu. dissonant, des fois, ouais, mais. Et en fait, elle explique que c'est John Parrish qui, en plus de lui apprendre la guitare, enfin de lui De faire la jouer de la façonner, guitare beaucoup sur scène, va vraiment la familiariser avec le langage, quelque part, de Captain Beefheart. Donc, du coup, après cette aventure du premier groupe automatique Diamoni, si je le prononce bien, elle va former en fait le trio PG&Harvey, on peut dire ça comme ça, avec donc un certain Rob Ellis et Ian Oliver, en fait, c'est ça. Oui, mais qui va être assez vite remplacé par Steve Vaughan. D'accord, du coup, il y a un premier single qui s'appelle Dress qui sort, je crois, en 91 ou 12 et qui va être déjà repéré par le Melody Maker, qui va être une single de la semaine. Enfin, pour quelqu'un qui débute, c'est assez énorme. Enfin, c'est un peu une trajectoire. Alors, Orson Welles, finalement, tout de suite, elle va, enfin, je veux dire, dès le premier album qui va arriver après, en 92, il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Il y a peut-être une anecdote à raconter qui est assez amusante, c'est que un de leurs premiers concerts, donc elle avait elle jouait les chansons de John Parrish au sein de Automatic et de la Mini, mais elle gardait sous le coude toutes les chansons elle commençait à avoir un stock de chansons assez important.
Et donc, elle a débauché Rob Ellis, là aussi un musicien plus vieux qu'elle, pour jouer ses chansons. Et au premier concert qu'ils organisent, le public devient de plus en plus clairsemé au fur et à mesure du concert, parce que c'est une musique beaucoup trop brutale, beaucoup trop violente pour le public. Ils finissent par sortir du concert, les gens leur donnant de l'argent pour qu'ils s'arrêtent de jouer. Et elle prend ça limite comme une marque de reconnaissance qu'elle est dans le vrai. Et elle va continuer à persévérer. Et il faut citer, parce qu'on en a un témoignage aujourd'hui discographique, le soutien très très précoce que le DJ John Peel a pu lui donner, parce que elle a depuis en 2006 publié une compilation de ses Peel Sessions, et les compilations les plus précoces sur ce disque. Donc c'est de 91. De Dry, en fait. Bah oui, c'est les chansons de Dry, mais qui sont enregistrées quasiment un an avant l'enregistrement de Dry. Ouais, d'accord. Donc, à force de solliciter les labels, etc., un tout petit label qui s'appelle Too Pure va répondre au truc, mais en leur filant quand même la somme assez ridicule de 2000 livres. Pour pouvoir enregistrer le disque. Mais en fait, ça a un effet complètement génial, parce que elle, de toute façon, ce qui montre un petit peu la personnalité, elle dit, de toute façon, moi, que ce soit ça, ou la sculpture, ou une autre forme d'art, je serai artiste. Donc moi, je vais utiliser ce fric pour faire le disque que je veux, et on verra ce que ça donne. Et franchement, moi, pour avoir un peu bossé le sujet, moi, je vous le dis, hein, PJ Harvey, on a décidé avec Benjamin de le faire, mais moi j'étais pas un spécialiste moins que ça, et dès l'écoute de Dry, il y a un truc qui saute aux oreilles, c'est le talent de cette petite bonne femme qui je veux dire, qui va vraiment provoquer un truc de ouf, quoi. Enfin, je veux dire, on dirait déjà, elle est au niveau des Pixies de Nirvana, genre limite, elle est bouffe, alors qu'on est en 92 quand elle sort Dry. Et enfin, je veux dire, en termes de composition, de maturation, de chansons, etc. Et même, je veux dire, je veux pas être, voilà, d'expression vocale féminine. Elle est à des lumières de tout ce qui a été fait avant. Et c'est peut-être ça qui va la placer très haut. À tel point que Kurt Cobain, genre, il place dans ses 50 disques préférés cet album Dry. Avec une voix vachement mixée en retrait et qui est parfois plus forte. Enfin, il y a déjà un travail, j'ai oublié le nom du label que tu viens de citer, mais Too Pure. Too Pure, enfin, je veux dire, ils font un travail incroyable sur le mixage. Ils font pas vraiment de travail, parce qu'en fait l'album est coproduit par Rob Ellis, qui mine de rien était, en plus d'être un bon batteur, et c'est déjà quelqu'un qui avait enregistré des disques. Mais avec qui, par exemple? Enfin, je sais plus. Oh non, locaux, je veux dire, il avait sans que ça soit. Ah ouais, tu sens que le disque, c'est pas des amateurs qui produisent. En même temps, ce qu'elle explique très simplement, c'est que le Dorset étant une région tellement rurale, où il y a quand même assez peu d'artistes qui sont, le peu de gens qui font ça, ils savent le faire. Et Rob Ellis va être extrêmement partie prenante pour créer ce son. Et d'ailleurs, il aura ensuite une super carrière de producteur et de musicien. Je pense notamment, pour une période plus récente, la chanteuse qui a pas mal de succès, Anna Calvi. Bien sûr. Son premier album, c'est Rob Ellis. Grosse fan de Bowie, d'ailleurs. Voilà. Son premier album, il me semble que c'est Rob Ellis qui l'a produit. Peut-être. Son premier ou son deuxième. Donc voilà. Ce qui est incroyable, c'est que de l'Angleterre profonde, enfin, tout de suite, tout le monde est marqué par ce disque, et tout le monde se dit putain, il y a un talent, il y a un diamant brut, quoi. Comment ça se fait, en fait, finalement, qu'elle est repérée aussi facilement Je pense que les ventes sont, je vais pas dire colossales, mais les ventes sont hyper importantes pour un premier disque, quoi. C'est un phénomène, quand même. C'est ça qui est dingue. Par rapport à ça. Parce que putain, la pochette, bon, c'est une espèce de bouche. Enfin, moi, je trouve ça absolument atroce. Mais toi, tu m'as dit qu'il y avait quelque chose de profond dans la pochette, et derrière, tu vois ce back cover qui ressemble un peu à la pochette de l'album d'après. Enfin, ce petit minois, de Real of Me, dont on va parler, qui est vachement moins bon d'ailleurs que le premier Drive. Enfin, ça, c'est vraiment un avis personnel.
En tout cas, c'est un disque hyper épuré où tu arrives à distinguer absolument tous les instruments, ce qui sera pas le cas après avec Steve Albini, mais enfin on y reviendra. C'est un débat qu'on pourra avoir. Mais qu'est-ce qui fait en fait que tout le monde repère le truc, même Kurt Cobain des États-Unis en fait. Il y a plusieurs trucs. Alors, on va commencer sur le plan médiatique. C'est que ça arrive, il y a eu un alignement des planètes, mais comme c'est souvent le cas dans l'histoire de la musique, on s'en rend compte, c'est qu'en fait, MTV arrive en Europe avec des rédactions basées en Europe exactement à ce moment-là. Dans les années 80, MTV n'existe qu'aux États-Unis. Ouais. Mais MTV commence à avoir des antennes européennes, et surtout en Angleterre, évidemment, à partir du début des années 90. D'accord. Et MTV, évidemment, est friande des sensations en Europe et essaye d'aller un petit peu au-delà de ce que les majors européennes ont à leur fourguer. Donc c'était un truc vraiment... Nirvana vient de sortir Nevermind, donc Ouais. ils sont à l'affût de nouveaux sons, Donc il y etc. avait vraiment des mecs chez MTV, quoi qu'on en dise, qui cherchaient, etc., et qui allaient Tout à fouiller fait. notamment en Angleterre, qui allaient chercher des talents, quoi. Au niveau du son, on a quand même cette mode du grunge qui, à partir de l'automne 91, est un peu déferlante, et tout le monde, après le succès de Nirvana, commence à chercher un son un petit peu comme ça. S'ajoute à ça quand même une nouvelle poussée de personnalités féminines qui aussi s'affirment grâce au grunge, notamment à travers deux personnalités. Kim Deal, Ouais. qui vient de former les Breeders et qui vient Déjà dès cette époque-là. le premier album des Breeders, c'est 90. Ah oui, d'accord. Les Pixies se séparent en 91. Ah, je pensais pas que c'était aussitôt, ouais. Donc tout le monde sait que Kim Deal va poursuivre avec les Breeders encore plus une fois la séparation des Pixies actée. Et puis il y a aussi l'explosion, là aussi grâce à Nirvana quelque part, de Sonic Youth, avec la personnalité de Kim Gordon, qui là aussi donne dans ce son de guitare rugueuse un petit peu l'expression de personnalité féminine. Ouais, parce qu'on a parlé pardon, ça s'interrompt, mais on a parlé du saxophone, mais enfin, Pete Gervais, c'est une multi-instrumentiste, hein. C'est une sculptrice, finalement, musicale, un peu à l'image d'un... je vais pas le dire tout de suite, de Brian Jones, mais je veux dire, elle est capable de jouer de la guitare, du piano, du saxophone, du dulcimer plus tard, de l'auto-harpe. Enfin, je veux dire, c'est assez incroyable le talent de multi-instrumentiste, même si ça se ressent pas sur Dry tout de suite, mais... Non, parce que... non, en tout cas, rien qu'une nana à guitare, est-ce qu'on en a déjà vu avant qui dans les années 60-70, est à la guitare, une femme à la guitare qui envoie des compos originales à elle, je te le demande, est-ce que tu arrives à m'en citer une? À part Johnny Mitchell. Oui, tout à fait. Voilà. Johnny Mitchell, je l'ai trouvé parfaitement. Et avant ça, il y avait la seule guitariste... il y a Big Mama Thompson du blues, mais... Et Sister Rosetta. Oui, voilà, et Sister Rosetta, non, mais d'accord, donc c'est pas beaucoup, hein, tu vois. Donc il y a une espèce de creux... Non, tout à fait. Et puis tu la vois jouer sur Gibson ES avec capot en 1, enfin tu vois, c'est quelqu'un qui... Mais avant tout, ce qui fascine les gens, c'est les chansons. Ouais. C'est le contenu des chansons. Alors c'est quoi un peu le contenu des chansons? Parce que moi on a écouté Dry toute l'après-midi en préparant cette émission. Moi j'ai pas un niveau d'anglais assez suffisant pour maîtriser ce qu'elle raconte, mais qu'est-ce qu'elle a à dire cette petite anglaise? Je sais pas, Dry déjà direct. D'accord. Oui, non, mais ça, je comprends bien le mot. Oui, mais enfin... Mais c'est quoi cette souffrance? C'est pas de la souffrance. Dry venant d'une femme, ça t'inspire quoi? Non, mais je sais pas, je te demande justement, Dry... Une femme qui est sèche. Oui, non, mais d'accord. C'est une femme qui est pas satisfaite par oui, son voilà, homme. qui arrive à mouiller, on va le dire clairement. Voilà, déjà, rien que ça comme manifeste... Le connard moyen se dit, elle est lesbienne, cette bonne femme. Mais non, c'est parce que le mec n'arrive pas à satisfaire la nana et parce qu'il n'arrive pas à comprendre la différence entre le vaginal et le clitoridien. Là, on va très loin, mais non, mais il y a un peu de ça, ouais. Merde, venez me saisir, venez me pénétrer intellectuellement, peut-être. Direct, c'est ça. C'est un peu ça, les paroles de Dry. Sur un des grands moments
un autre grand moment de l'album, c'est Happy and Bleeding, Bah où elle exprime tout simplement Attends. la satisfaction de perdre sa virginité. Ouais, non, mais tu vois, enfin, je veux dire, c'est des thèmes qui n'ont pas été abordés. Bah, voilà. Mais est-ce que les gens le saisissent là-dedans ou est-ce Ah bah qu'ils voient évidemment. juste la poule aux œufs Ah d'or bah, évidemment, Parce évidemment. que le talent, puis ce minois, enfin, je veux dire, je te disais tout à l'heure, putain, je disais, elle a une belle bouche, c'était pas du tout d'une façon pornographique que je le disais, c'était vraiment un minois magnifique. Enfin, je veux dire, c'est une femme merveilleuse. Enfin, elle est née en 69, donc à l'époque de Dry, elle a 23 ans, mais elle a vraiment un côté jaggerien, un truc dans la gueule qui explose. Je sais pas s'il y a des clips de Dry, mais en tout cas, les extraits de cette époque montrent déjà une bonne femme qui a envie d'en découdre avec la jante masculine, Oui, peut-être. et Hein. qui en D'ailleurs, même on va temps en parler. a une posture relativement... Tranquille. On sent quelqu'un un petit peu quand même timide, un petit peu déterminé mais timide, et qui à ce moment-là est encore à côté un petit peu garçon manqué, en arborant un blouson de cuir, enfin un côté un peu machin, ouais. tout en... et tout cela, et c'est ça qui fait sa force. Une des choses qui va faire sensation, c'est qu'elle va faire une photo topless mais de dos pour une du NMI dès début 92. Donc du coup, vraiment cet album Dry attire un peu tout le monde, à tel point que le deuxième album, qui sera Raid of Me, si je dis pas de conneries, sera produit par Steve Albini en 93. Oui, mais il y a quand il y a même... le EP d'avance, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ce que je veux dire. Dis-moi. Il y a beaucoup plus important quand même avant ça. bah, C'est sûrement. que Dry attire tellement l'attention qu'il attire l'attention de pas n'importe qui, l'attention de Paul McGuinness. Alors, qui c'est à part l'inventeur de la Guinness, la bière brune irlandaise? Bah non, Non, vas-y, je suis étonné que tu ne saches pas qui est c'est pas Paul grave, McGuinness. moi j'ai jamais prétendu dans mon émission connaître tout sur tout, c'est pour ça que t'es là. Bah, Paul McGuinness est tout simplement le tout-puissant manager de U2. D'accord. C'est peut-être pour ça que je connais pas, n'ayant pas une affection particulière. Ouais, mais on peut ne pas avoir de l'affection particulière Oui, pour ça... U2. Oui, bah, merci de me rabaisser devant nos auditeurs. Ah non, mais je... non, c'est pas du tout dans cet esprit-là que je mentionnais ça. Non, mais c'est parce que et moi je suis dans un sens comme toi, je suis pas à trouver que U2 c'est un groupe complètement génial en termes de qualité d'album. Par contre, ce qui est tout à fait remarquable chez U2, c'est la façon de mener une carrière, etc. Et s'ils l'ont mené aussi intelligemment que ça, notamment au niveau de la répartition d'argent, un groupe qui a toujours su se répartir les royalties, dans un etc. Film, qui a été fait. Et Paul McGuinness a vraiment été partie prenante là-dedans. Et c'est lui qui fait qu'elle passe de ce label dont tu as parlé à Island dès le deuxième. Paul McGuinness vraiment se jette son dévolu sur elle. Il décide de la prendre en management. Ouais. Et évidemment, quand tu as Paul McGuinness derrière toi, c'est beaucoup plus facile d'aller chez Island, qui est évidemment à l'époque le label de U2. Et pourtant, ça marche déjà bien Dry, quoi. Donc, oui, mais enfin, attends, Too Pure, c'est vraiment un micro-label qu'on absolument pas... Non, enfin, ne serait-ce que sortir un album aux États-Unis, ça leur est pas possible. Oui, d'accord. Donc, du coup, les pressages sont vraiment anglais. Ah bah, c'est du pirate, c'est de l'import, etc. aux États-Unis et tout ça. Et donc, du coup, pourquoi il y a Steve Albini qui se retrouve dans la danse, en fait? Ça, c'est PJ Harvey. C'est parce que PJ Harvey... Elle a déjà écouté In Utero, non? En 93, c'est après. Oui, mais attends, Antoine... Oui, non, t'as raison, Albini a fait d'autres trucs avant In Utero. Et surtout, il a fait quoi? Il a avant tout fait... Surfer Rosa. Surfer Rosa de Pixies. Surfer Rosa, les Pixies, qui est un des albums complètement cultes de PJ Harvey. Et du coup, avec Island, elle a la possibilité de dire « Ah putain, j'aime bien les Pixies, et du coup, je veux ce même prod ». Bah, de toute façon... C'est ça qui se passe, elle a déjà la bouille pour dire... en tout cas, grâce à McGuinness... Putain, la vache, c'est cool. C'est une autre époque. Hein. Grâce à McGuinness, elle est capable de faire passer le message, on va dire, à Island, pour dire, cet album-là, ça va pas vous coûter grand-chose, mais je le ferai à mes conditions, par contre. Ah donc, ouais, en fait, te rends compte, c'est une autre époque, t'imagines aujourd'hui. Elle négocie le fait. Tu fermes ta gueule et tu prends Bertignac à la prod. Ouais. Mais en même temps, c'est pas con parce que Island, ils disent oh, bah, de toute façon, c'est McGuinness, le manager de U2. Si c'est son espèce de petite marotte, protégée, de petite marotte, etc., pour un disque, de toute façon, on va lui filer, je sais pas quoi, $20,000 et tout ça, il sera.
on s'en fout, c'est peanuts pour nous. Donc voilà, on va faire ça. Mais Albini, il a sûrement entendu déjà Cobain dire que c'était un album génial, Dry, donc ça doit circuler déjà de l'autre côté. C'est ça qui est incroyable, c'est que pourquoi déjà de l'autre... pourquoi Cobain le cite Dry dans ses meilleurs albums. MTV. Donc il y a les clips. Il y a les reportages. MTV, et elle est tournée, Ah, et elle est c'est filmée. dingue, c'est dingue. Enfin, c'est ça, c'est pour C'est ça que ça, je pose la question, j'insiste un peu là-dessus. Comment une petite pépé comme ça se fait repérer, quoi. Bah, parce que, juste, pour ce qu'on a Pour dit le sur les chansons. talent des chansons, ouais. Et les chansons qu'on a dit, etc. Ouais, enfin, MTV, non mais c'est assez simple. Ouais. MTV, ils viennent d'ouvrir leur bureau en Europe. Ouais. Ils cherchent à promouvoir les programmes qu'ils produisent en Europe aux États-Unis. Parmi les gens qu'ils ont découverts en Europe et qu'ils montrent aux États-Unis pour valoriser l'antenne qu'ils ont développée en Europe, Ouais. ils envoient des images, notamment de PJ Harvey, qui est un peu le phénomène qu'ils ont découvert en Europe, et ça fascine évidemment un personnage comme Kurt Cobain, comme tous les tenants de la génération grunge montante, etc. Et ce qui fait que la cote de PJ Harvey monte super vite aux Donc États-Unis. elle est à ce là moment-là. au bon moment, en fait, finalement. Exactement. Comme d'ailleurs tous les gens qui ont réussi. Hein, ouais. Et donc, du coup, il y a Real of Me qui sort en 93, donc produit par Steve Albini, qui va produire après. Enregistré aux États-Unis. Enregistré aux États-Unis. Et alors là, c'est vraiment, voilà, j'ai bossé un peu 3 semaines là-dessus. Moi, je trouve ça moins clair, la production un peu plus difficile à appréhender par rapport à la facilité d'écoute de Dry. Et je trouve que du coup, ça sème un peu le trouble. Un peu, d'ailleurs, c'est ce que je reproche à Albini. Après, c'est vraiment une question de goût, donc ça va pas intéresser nos auditeurs. Mais Non, je mais trouve qu'il fout un peu le bordel dans cette prod. Et du coup, on arrive moins à distinguer le talent. Enfin, ça manque de clarté. Je sais pas ce que t'en penses. Enfin, après, c'est des super chansons et des super compos. Mais si tu prends les démos de Real of Me, je suis pas loin de penser que c'est mieux que la production de Steve Albini. Enfin, On va en parler. C'est vraiment juste un avis à la con, quoi. Non, mais là, c'est le moment de dire que, de toute façon, par rapport à la carrière de PJ Harvey, c'est clair que dans sa réception, dans sa considération, il y a beaucoup de gens qui considèrent que il n'y a rien de plus fort et il n'y a rien de mieux que ce que PJ Harvey a fait sur ses 2 premiers albums, Dry et Real of Me. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui estiment que tout ce qui a été fait Et après, quoi. c'est pas digne d'intérêt parce que c'est pas aussi fort, Bah, je comprends parce pas. que les gens ne retiennent d'intéressant et de valorisant que ce que PJ Harvey a fait de fort dans l'expression très crue de la sexualité à ce moment-là. Ouais. Non, mais ça a été très très fort à ce moment-là. Ouais. Je pense que Mais nous, c'est pas là. nous, on est quelque part mal placés pour ça parce qu'on était trop jeunes à l'époque. Ouais, on a du recul pour et comprendre ça. ça fait plus de 30, enfin Voilà. 25, Mais quasiment 30 ans. Hein. il y a toute une partie des gens, enfin, quand je vois par exemple dans plein de magazines, etc., notamment des magazines américains qui relatent, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas remis du choc de Real of Me. Ouais, mais je pense que c'est de la pure paresse intellectuelle, comme on peut le dire pour plein de groupes. Genre, à un moment, le phénomène est passé, et du coup, on n'écoute même plus les disques qui sortent. Enfin, ça, c'est un avis. Je sais pas. Moi, j'espère que c'est pas le cas, mais. Ouais, mais je trouve que ces disques sont suffisamment forts, et une fois de plus, l'expression tellement nouvelle, et en plus tellement émouvante. Même si c'est violent, c'est ça qui est fort dans l'écriture de PJ Harvey, même dans ses premières années, c'est qu'elle a une expressivité à la fois violente, très directe, mais en même temps très émouvante. Bah ouais. Elle fait pas de la violence gratuite, quoi. Non, je suis d'accord. Elle a vraiment... Et sans être pour autant morbide ou mortifère, comme la violence, par exemple, de Cobain sur In Utero. Oui, d'accord, mais Albini, il sert pas trop Real of Me. Enfin, en vrai, c'est un petit avis personnel. Après, c'est technique. Je connais suffisamment d'admirateurs aveugles de Albini ça, je suis d'accord. pour ne pas être trop radical là-dessus. Non, mais je le suis pas. Puis, moi, c'est vrai que mes oreilles, c'est pas ce que je préfère non plus, même s'il y a des trucs que je trouve incroyables. C'est mes oreilles. Snake, c'est incroyable.
Non, mais ça, c'est les compos. Hook, c'est Je suis incroyable. pas en train de dire que les compos sont moins bonnes, Fi- je suis juste en train de dire que les compos sont un peu sabotés par Albini, et je le dis, et c'est que mon avis, et c'est subjectif. Et d'ailleurs, de toute façon, je pense que quelque chose a de toute façon cloché au niveau de cet enregistrement, Bah, parce que c'est suivi d'une tournée ensuite qui finit mal. ça se passe mal, tu veux dire, bah, ça fi- ça- la vie en tournée, ça se passe Oui, puis mal. ça se passe mal au sein du groupe. Et c'est pour ça, du coup, Le groupe split à la fin de l'été 93. Voilà, c'est pour ça que du coup le trio PG va se transformer en PG Harvey solo, ce qui change pas grand chose, parce qu'on en reparlera plus tard, mais elle va récupérer. Mais c'est surtout aussi à la cause de Rebellis, ça c'est surtout à cause de ça qu'elle va publier tout de suite après, enfin 94, ses démos. les démos. Donc C'est après en fait qu'elle où il publie y a- des démos. voilà, C'est c'est drôle. mais c'est juste après, c'est 94. Alors c'est pas exactement les, il y a Il y a la des moitié, morceaux de Read of Me, quoi. il y a la moitié des chansons de Read of Me qui sont effectivement publiées à l'état de démo, plus d'autres Donc, chansons. quand tu dis EP, c'est Ah, plus c'est qu'un pas EP, c'est un album. Oui, d'accord, mais c'est un truc qui sort vraiment ou pas? Bien sûr. Bien D'accord. sûr. Alors, Ouais. c'est les 4 track démo. Les Bien sûr. 4 track démo, d'accord. Donc en fait, t'as les chansons en fait. C'est un peu ces démos qu'elle faisait même avant de faire Joy et Read of Me ou. Non, c'est les démos de l'époque post-Dry et sur lesquelles il y a la moitié des titres de Read of Me et d'autres titres Qui ont- seront jamais enregistrés. qui- voilà. Ok. Et du coup, en 95, du coup, enfin, j'allais dire départ en solo, mais en tout cas, il n'y a plus le trio PG Harvey. Même si on va y revenir après, elle s'entourera quasiment toute sa carrière sur Rob Ellis, hein, si je dis pas de conneries. Et elle sort Pas tout. Oui, enfin, quasiment. il va revenir, en tout C'est cas. pour ça que je dis quasiment. Mais En tout cas, il y a le tout bassiste, Big- par contre, ils se sont fâchés définitivement. Yann Oliver, il est out, c'est Non, ça? Steve Vaughan, c'est Steve Vaughan qui avait Steve pris Vaughan, le- d'accord. Et du coup, il y a To Bring You My Love. Et alors là, Alors franchement, là, oui. pour avoir à survoler, enfin, plus que survoler, m'être imprégné un peu de toute sa carrière, je trouve que la prod de voix rend vraiment justice à son talent sur cet album To Bring You My Love, qui débute avec le morceau To Bring You My Love. Et dès là, on est sur une espèce de bluesman, je dis bluesman, donc une meuf bluesman qui n'a jamais existé depuis, on le disait tout à l'heure, Sister Rosetta Trump, bien, peut-être. Et bien sûr, la prod est différente et on rajoute vachement de cordes, d'arrangements cordes, et puis des synthés, enfin des orgues, etc. Bah, Enfin, là, c'est là que enfin voilà, là, pour moi, enfin, c'est là que Highland, c'est là que le contrat avec Highland prend tout son sens. parce que Sur Read of Me, comme on l'a dit, c'était un petit peu à la One Again, ah bah, si ça vous amuse, etc. Bon, la One Again expression de 92, hein, mais super. Read of Me, On est dans le ton. On est dans le ton, hein. Read of Me a quand même, ils se sont rendus compte chez Highland que l'album marchait et générait surtout beaucoup d'intérêt. Et donc là, pour le prochain projet, McGuinness réussit à faire valoir le fait que son artiste vaut Ouais. le coup. Et donc là, ils engagent un vrai budget pour la prod et un vrai budget pour la promo du disque. Ouais. Parce qu'ils avaient fait une promo relativement Genre, ils ont pas sommaire mis les billes, quoi. Ouais. pour Read of Me. Alors que pour To Bring You My Love, ils vont vraiment faire les choses en grand. PJ Harvey rappelle son mentor de ses jeunes années, John Parrish, ouais. à la prod. Et surtout, grâce à Paul McGuinness, il ramène l'énorme producteur qui est déjà un grand producteur à l'époque, un homme de l'ombre qu'on connaît assez peu, mais qui en fait, quand vous faites la liste de tous les disques auxquels il a participé, c'est assez énorme, qui s'appelle Flood. Et Flood collabore avec Pete Gervais depuis, mais déjà à l'époque, il avait fait au moins les 6 premiers disques de Nick Cave et de Bad Seeds, quasiment tous les derniers Depeche Mode. Il venait de travailler avec U2 sur Joshua Tree, sur Artung Baby et sur Zooropa. Ouais. Parallèlement à Pete Gervais, To Bring You My Love, il est en train de faire Melancholy and the Infinite Sadness des Smashing Pumpkins. Putain. Donc voilà, le Ouais, mec... c'est pas le mec, c'est pas Zozo le clodo, quoi. et c'est complètement la personne adéquate pour, en fait, la nouvelle mue que Pete Gervais a sur To Bring You My Love, qui est
la façon de trouver sa voix. Voilà, c'est ça qui est marrant. C'est la voix. C'est qu'il y a déjà, bien sûr, des murmures, des cris sur les deux premiers albums, mais là, c'est mis en avant et c'est produit pour ça, pour mettre en avant, en fait. Enfin, je sais pas, tu me dis si. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti à l'écoute de la discographie dans l'ordre. C'est que vraiment, tu vois, il y a la production qui se met à son service. Et là, voilà, là, on découvre toute la personnalité de PJ Harvey à travers sa façon de chanter qui met une tartasse quand même à Patti Smith. Ça y est, je l'ai placé, mais on peut pas faire on peut pas ne pas y penser quoi quand on écoute ça. Mais c'est surtout sa façon de murmurer d'un coup et puis de crier. Des fois, moi j'étais obligé sur ma chaîne, tu vois, de monter le son parce que je me dis ah putain, il y a pas assez de son sur ce prod et puis paf, ça m'explosait à la gueule. Puis voilà, tout en nuance, comme un peu comme les guitaristes acoustiques qui jouent sur juste l'intensité de la main droite. Dans cette prod de PJ Harvey, il y a vraiment ça. J'ai trouvé. Hein, Bah, il y a ça et puis l'autre facteur aussi, c'est qu'elle, je pense qu'elle retourne et ça se comprend vachement en filigrane dans l'écoute du disque, c'est qu'elle revient beaucoup à son influence de Captain Beefheart. Il y a même des passages qui sont presque des empreintes, voire des pastiches. Des pastiches effectivement mélodiques de ce que fait Captain Beefheart. Le problème, c'est qu'elle a vendu plus que Captain Beefheart, peut-être, donc du coup... Oui, mais c'est génial parce que elle file du pognon. Non, mais elle devient par contre amie avec Don Van Wilt, donc Captain Beefheart, mais qui à l'époque a arrêté la musique et vit retiré dans le désert de Joshua Tree à peindre des tableaux. On va s'écouter un petit morceau et puis après je vais te demander pourquoi pourquoi en fait ça sonne aussi américain et pourquoi elle est tout de suite adoptée par Nirvana et Captain Beefheart et on se retrouve dans 30 secondes après une page de pub. Bim. Antoine, c'est quand même le rock de retour, toujours dans l'émission spéciale PJ Harvey. Vous nous retrouvez bien sûr de façon sauvage sur YouTube et peut-être régulièrement sur Radio Perfecto, je le dis à 21h. Bref, donc du coup, on sort de cet album qui s'appelle To Bring You My Love. Et donc il y a cette rencontre avec Nick Cave. Bien sûr, j'ai pas envie d'en faire des caisses, mais c'est quoi un peu l'histoire entre Nick Cave et PJ, à part ce duo magnifique qu'il y a sur l'album de Nick Cave où il y a ce duo avec Kylie Minogue et ce duo donc magnifique Henry Lee Chalet, voilà, avec PJ. PJ Harvey était à la fin des années 80, donc étudiante. Non, à la fin des années 80, elle était étudiante donc en art, en sculpture, etc. Et très très fan des disques que Nick Cave sortait à l'époque. Donc c'est l'époque de Tender Prey, Your Funeral, My Trial, etc. Ouais. Et PJ Harvey, il ne faut quand même pas oublier que c'est aussi une grande, enfant et adolescente, c'était une grande lectrice de la Bible. D'accord. Et on sait à quel point la lecture de la Bible et aussi les références bibliques, c'est très important dans l'écriture de Nick Cave. Et donc, en plus, Nick Cave, d'être à mon avis, pour les jeunes filles de l'époque, un petit peu... comme ça, artiste, et ça devait être un symbole sexuel assez important. Elle se sentait forcément assez proche de son univers, notamment quand elle a travaillé sur To Bring You My Love, et à tel point qu'elle a embauché juste comme collaborateur pour quelques titres Mick Harvey, qui est donc aucun lien de parenté entre Mick Harvey et PJ Harvey, mais Mick Harvey, c'est bien sûr le grand copain d'école de Nick Cave en Australie, qui l'a suivi en Europe, qui a cofondé avec lui les Boys Next Door, Birthday Party, et ensuite évidemment les Bad Seeds. Et par cette entremise, à mon avis, de Mick Harvey, ils se sont rencontrés avec Nick Cave qui revenait, lui, de son court passage au Brésil, où il s'était fait plaquer par sa nana brésilienne de l'époque. Et donc, je pense que la romance est née assez facilement
à partir de ce moment-là. Mais du coup, la romance, elle va tourner court finalement, parce que Nick Cave dans un interview assez récent, parce que Nick Cave donne des interviews finalement que pour les fans, et il est assez peu client en fait des interviews télé et radio. Bah, c'est surtout depuis la mort de son fils, là, récemment. Je pense que c'est ça qui Ouais, joue ça aussi l'a un beaucoup. peu calmé, ouais, mais du coup, il a répondu très clairement, d'après ce que j'ai pu comprendre, que, ouais, bon, ouais, bah, elle m'a largué comme une merde, quoi. Donc, ils sont roulés trois pelles, en fait, finalement, alors c'est un peu la fantasmagorie des fans, enfin, des gens qui suivent leur rock, enfin, avec Alors, un tiers. Ouais, je enfin, pense qu'on peut plus parler d'une relation qui, évidemment, a dû être relativement passionnée, mais sur une durée ouais, ouais. assez courte, Mauvais coup, mais quoi. au moins suffisamment longue pour que il y ait quand même une assez grosse médiatisation, parce qu'en plus de faire le clip Ouais, c'est ça. très sensuel de Henry Lee, qui a été quand même beaucoup diffusé Diffusé, ouais. sur MTV à l'époque, ils ont fait des télés, etc. Donc c'était Ouais, on vraiment sait pas pourquoi. un espèce de couple un peu autoproclamé, et effectivement PJ Harvey Mis fin à la a relation. tourné court assez vite à ça, mais en fait, ce qu'on sait, c'est que elle entre dans cette période-là, dans une espèce de mini-dépression qu'elle avait déjà connue, en fait, juste après la période de Rid of Me. Mais bah, de toute façon, on voit très bien pendant la tournée To Bring You My Love qu'elle change complètement son personnage, elle devient Ouais, beaucoup plus féminine. ouais. Elle baptise elle-même le personnage qu'elle a sur scène de Vamp. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça qu'on a sous les yeux, notamment. Et c'est plus le blouson de cuir fermé et les pantalons, c'est plutôt la robe un peu courte. Oui, Elle devient complètement sexy. ou alors le fameux costume catsuit qu'elle arbore au festival de Glastonbury Ouais, en 2015, ouais, c'est ça. en 95, Ouais. euh, qui, euh, qui fait un fort effet. Mais à l'issue de la tournée de To Bring You My Love, elle est elle est dans un vrai état de dépression. Et c'est un peu John Parrish Voilà. qui va lui tendre la main et lui proposer un projet vraiment super important qui, à mon C'est avis, Dancehall at Louis Point, ou quoi, du coup. absolument. Ouais. Donc un projet où John Parrish fait tout le côté instrumental et fait toutes les compositions. Et puis J. Harvey ne fait que Que les lyrics, ouais. d'écrire les paroles Ouais. et de chanter. Et c'est quelque chose qui va vachement l'aider à trouver de nouvelles voies, parce que c'est vraiment, s'il y a un fil conducteur dans sa carrière, c'est le fait de trouver ses voies, en fait. PJ Harvey, c'est quelqu'un qui, à mon avis, lutte intérieurement avec beaucoup d'impulsions contradictoires, Mm. et ce qui se sent beaucoup dans les paroles de ses chansons, des impulsions d'amante, des impulsions de mère, des impulsions de fille, des impulsions un petit peu meurtrières, etc. Enfin, elle incarne beaucoup de personnages. Et le travail avec John Parrish sur ce disque va être très important, et surtout va lui donner la base pour un vrai développement de cette face multiple de personnalité qui va être un nouveau sommet de sa discographie, Ouais. qui va être long à arriver à maturité, qui est It Is Desire, en Voilà, c'est ça. fait. Avant ça, il y a quand même, elle participe à, tu sais, elle a une espèce de rétrospective sur Cordveil où elle fait C'est une vrai. chanson. Et après, il y a finalement donc, cet album dont tu parles, Is This Desire, qui est un peu plus, ouais, je sais pas, expérimental, un peu plus électro. Ah bah, de toute façon, voilà. Enfin, si tu lis, enfin, pour avoir lu un peu les interviews en préparant l'émission, elle considère presque cet album comme sa masterpiece, quoi, tu Oui, vois. oui, oui. Enfin, je sais pas si. Et ça peut vraiment être considéré comme tel. Moi, C'est ta masterpiece de. bah, il fait pour moi, il fait partie de ses chefs-d'œuvre, et c'est peut-être mon préféré. Ouais, d'accord. Et pourtant, tu vois, il a pas le succès critique Ah non, des autres pas du d'avant. tout. C'est presque son premier échec commercial, entre guillemets. Ah oui, oui, Ouais. c'est un vrai échec commercial, mais elle s'en fout complètement. Mais en tout cas, oui, en termes de composition, c'est un album qui... elle a aussi collaboré avec Tricky,
à l'époque, et elle va composer ce disque beaucoup à base de synthé, où elle va faire beaucoup de programmation en fait, sur lesquelles elle va couche par couche broder des compositions par rapport à ça, pour aboutir à des chansons. C'est assez remarquable. Ça se voit très clairement quand on regarde le track listing de This Desire. Qui sort en quelle année En 98, qui sort à la rentrée 98, et qui, en fait, quasiment les 3 quarts des chansons ont un prénom féminin dans le titre. D'accord. Et en fait, à chaque prénom féminin correspond une histoire de femme. Alors il y a le fameux morceau bouleversant qui ouvre l'album, qui s'appelle Angeline, donc qui est en fait où elle raconte très dans un langage absolument pas métaphorique, mais très très direct. Elle incarne une prostituée qui assume son statut de prostituée, le fait de Love for money is my sin, c'est ce qu'elle dit. Mais où, dans le refrain, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a un amour qui est à des milliers de kilomètres, et son rêve reste, malgré cette condition, que cet amour puisse enfin avoir une concrétisation. Alors, il y a ça, il y a un autre personnage qui là va être plutôt une meurtrière, un personnage qui est sur le point de mourir. Enfin, voilà. C'est assez dark finalement. Très. Ouais, enfin, je veux dire, on n'a pas parlé de gothisme, mais ça plane sur la carrière oui. de... En tout cas, sur ces 2 albums-là, sur To Bring You My Love et sur on va y revenir plus tard, Is This Desire, il y a vraiment... En tout cas, il y a la recherche de comprendre la souffrance des gens, en fait. On va y revenir plus tard. Et calmer ses démons personnels aussi. Ouais. Et du coup, il y a donc 98, tu disais, et puis en fait, après ça, je sais pas ce qu'elle fout, mais en tout cas, elle revient en force pour faire Stories from the City, Straight from the Sea en 2000, et qui va être considéré comme un des plus grands disques anglais des années 90-2000, quoi. Ouais, ça va être, en fait, elle, comme le titre l'indique. En tout cas, je pense que pour les journaux, tout ça, c'est un de ses meilleurs disques, quoi. Peut-être avec l'album de 2011, Let England Shake. En tout cas, c'est les 2 disques qui ont... Et puis l'album produit par Albini, enfin, dis-moi, elle part à New York, juste avant l'enregistrement du disque, enfin, en tout cas dans la composition du disque, d'où vient le titre Stories from the City. Donc c'est en fait les chansons tirées de son expérience à New York, où apparemment elle rencontre l'acteur et réalisateur Vincent Gallo, qui en quelque sorte réveille un petit peu l'amoureuse en elle, et elle retourne dans le Dorset ensuite pour écrire d'autres chansons, pour trouver une autre inspiration. La force de la mer, de l'océan. Et là, elle fait un album très très beaucoup plus direct, beaucoup plus pop à sa manière, on va dire, parce que ça reste quand même assez... c'est quand même pas non plus de la bubblegum. Non. Mais c'est là où elle lisse les cheveux et qu'elle se met des robes plus courtes et tout, et qu'elle est super jolie. Oui. Tu dis parfois, en fait, tout ce podcast est né en fait parce que nous on fait souvent des aléatoires archives vidéo, et on est tombé sur des concerts, et tu me disais là c'est vraiment l'époque où elle est over the top, c'est-à-dire qu'elle est pas déguisée, mais qu'elle est vraiment bombasse, quoi. Non, enfin, c'est mon expression à moi, c'est pas la tienne, mais où elle est super sexy, super jolie, et qu'elle incarne ce que tu disais, qu'elle chante des trucs super sérieux, quoi. Elle est pas c'est pas une Spice Girl, quoi. Non, mais PJ Harvey, de toute façon, est un personnage un petit peu, pour le coup, un peu à la David Bowie, où chaque album, comparaison. dans le sens où chaque album, chaque tournée
est un prétexte pour se réinventer, pour réinventer la façon dont elle se présente au public. Ouais, parce En que fait, c'est quelqu'un qui cherche, quoi, tu vois. Enfin, c'est ça. bah, à la fois c'est quelqu'un qui cherche, certainement, effectivement, mais c'est aussi quelqu'un qui est très très consciente de ce que la célébrité et le fait d'avoir les regards portés sur elle peut avoir de destructeur. Ouais. Donc, à travers ses looks, elle cherche avant tout à se créer une carapace, Ouais, non, bien sûr. à affirmer sa personnalité, à faire vivre ce qu'elle a à faire, Ce qui n'est pas un partager thème nouveau dans ses chansons. dans le rock. Non, mais d'ailleurs. mais ce qu'elle fait de façon extrêmement radicale. Ah oui, oui, Il y a bien quand sûr. même peu d'artistes où tu peux avoir une disparité. Bah, toi-même, au fait de regarder un certain nombre de vidéos de différentes périodes, tu me disais parfois, ah bah, c'est incroyable, là on la reconnaît pas. Ouais, Donc ouais, c'est vrai. ça veut dire quelque chose. Quand on Ouais. n'est pas habitué à ça, etc., ça veut dire quand même qu'elle a réussi quelque part à se créer cette espèce de carapace dont elle a besoin pour exprimer l'humeur du moment Ouais. qui provient du travail qu'elle a voulu mettre dans ces disques-là. Dans Stories from the City, Stories from the Sea, il y a aussi la participation de Tom York, Ouais. à l'époque où Radiohead en plus est un Ah peu bah, le groupe là, le plus ça y est, oui. c'est un peu le groupe le plus attendu du moment, au moment où ils sortent de OK Computer, Bah, là, où ils oui, vont sortir c'est- Kid A. Et je me souviens particulièrement de la sortie de Stories from the City, Stories from the Sea, et quelque part, il avait été un petit peu... enfin, tout le monde ne parlait au moment de la sortie Ouais. que du fait que Tom York était dans les guests. Et en fait, l'album va avoir une très longue vie, Ah ouais. parce que Bah, ça l'a- presque un an plus tard, après sa sortie, il est couronné d'un prix très prestigieux en Angleterre qui s'appelle le Mercury Prize. Hmm. Et très intéressant parce que ça donne une première ouverture sur ce qui va être la deuxième vie, la deuxième Ouais. carrière plus politique de PJ Harvey. Ouais, on va en- ouais. PJ Harvey apprend qu'elle a le Mercury Prize. Elle n'est pas en fait à la cérémonie Ouais. parce qu'elle est bloquée à Washington. La cérémonie se passe le 11 septembre. Ah, et putain. PJ Harvey se trouve ce jour-là dans un hôtel qui est juste en face du Pentagone. Et elle voit le Pentagone en feu au moment où on l'appelle pour lui dire qu'elle a le Mercury Prize. Génial, je suis friand de ce genre d'anecdote. Mais quelque part, cet album l'assoit, enfin, la consacre en tant qu'auteur-compositeur, et ça va lui permettre, enfin, Ouais, bon, enfin, après, et c'est en pas- même temps, il y a c'est toute pas une la- partie de la presse qui se retourne contre elle pour lui dire ah ouais, bah dis donc, c'est vachement moins bien que Ouais, quand bah, elle faisait Dry et Read faut- of Me. Maintenant, ouais, maintenant ouais, elle ça, fait tu l'as vraiment. déjà dit, c'est le côté con des fans qui attendent Ah, mais il y a ça, mais de, j'ai tellement de entendu. Paul de refaire un Sgt Pepper ou des Stones de refaire un Exile 20 ans après. Enfin, Mais ça, c'est fou ce que j'ai pu entendre ça, quoi. ouais, mais même, ouais, alors même pour des artistes, tu vois, qui sont des 90-2000, donc ça veut dire que les gens répètent les mêmes mécanismes et sont aussi cons qu'il y a 40 ans. Mais du coup, quand même, ça l'assoit et tout, un peu. Et du coup, elle collabore, elle fait ce truc, enfin, en tout cas, elle écrit des chansons pour Marianne Faithfull. Bon, ça peut Ah, ça paraître sera un peu après, quand Oui, même. oui, c'est carrément après, c'est 2004, Before the Poison. 2005 même. Ouais, 2004, je crois. Enfin bref, vous vérifierez, mais tu as sûrement raison, comme d'hab. Mais en tout cas, oui, et même si Nick Cave écrit aussi des chansons pour cet album, enfin, ils sont en aucun cas associés. Non. Mais c'est un super album de Marianne Oui, Faithfull. c'est vrai. Je dis, j'ai l'impression de dire que c'est une consécration pour elle, pas du tout. Hein, c'est un truc mineur. Hein, enfin, l'album de Marianne, enfin, c'est un bel album qui a un succès d'estime. Mais elle fait ça, et puis après, surtout, moi, elle fait son album qui m'a le plus impressionné dans ce que j'ai pu écouter, c'est enfin, je sais pas comment on le prononce ça, mais où elle fait un peu absolument tout de la production à tous les instruments, quoi. Bah, c'est un album. Pourquoi elle fait ça? C'est une thérapie? Oui. En fait, oui. Ça, j'ai posé la question, je pensais que tu allais... Ma question est géniale. Donc c'est une thérapie. Bah, en fait, je parlais de la période un petit peu lumineuse et insouciante de sa relation avec Vincent Gallo sur l'album précédent. Ouais. Et en fait, là encore, la relation a tourné court et elle commence avec... avec comment ça peut, c'est quoi le titre principal de la chanson, enfin Mr. Bad Mouse, la première chanson, qui est une chanson directement, donc Mr. Bad Mouse
Non, mais ce qui est marrant, c'est que justement, tu cherches et tout. Mais c'est marrant, c'est vraiment l'album. Enfin, moi, ça m'a vachement séduit. The Life à- and Death of Mr. voilà, mais Badmouth. c'est vraiment un album. Enfin, ouais, comme ça à l'époque, j'ai fait le rapprochement avec Chaos, Increation et The Backyard, où tu vois, où t'avais un producteur qui poussait Paul McCartney à faire tout seul. Et c'est un peu là. Je sais pas s'il y a eu un prod qui lui a dit, vas-y, tu fais tout seul. Parce que finalement, c'est elle qui produit vraiment le disque. Enfin, elle est complètement indé là-dessus, à tel point qu'elle joue tous les instruments et qu'elle produit, quoi. Enfin, donc, et vraiment, c'est vraiment une mise à nu totale de son personnage, quoi. Enfin, je trouve qu'elle est. Enfin, je sais pas, en l'écoutant comme ça, enfin, je sais pas si c'était la volonté de sa part de faire C'est ça, mais en tout cas, moi, ça m'a fait cet effet-là, ça m'a fait un c'est effet assez bof. singulier parce que elle a des chansons effectivement il y a un retour à un style beaucoup plus direct, abrupt avec des guitares très très sales, etc. Et l'album a été beaucoup vendu là-dessus comme un espèce effectivement limite de retour aux sources du début de sa Ah, carrière. genre, on refait un peu The Read of Me, Bah ouais, sauf que sauf que c'est mieux, et quoi. le label Enfin, le label a vachement mis en elle est avant toujours ces sur Island chansons-là. ou pas? Bien sûr, Ouais, évidemment. ouais, elle finit, ouais, Ah bah, elle a jamais quitté le label. d'accord. Mais surtout, il y a beaucoup de chansons qui n'ont pas été écoutées, en fait, je crois. Parce qu'il y a, C'est-à-dire? ben, de cet album-là. Parce que effectivement, tu peux prendre la chanson Who the Fuck, qui Ouais. était le premier single. Il y a l'autre chanson The Letter aussi, mais qui, moi, je trouvais une chanson assez gratuite. Oh, Troisième, t'es dur. non, non, mais par rapport après, moi, je suis. Je T'es suis, fan. je suis l'exigence auquel elle m'a habitué. Et sur une chanson comme The Letter, je trouve que c'est un petit peu, Un peu facile. un petit peu léger. Ouais. Ah non. Une chanson un peu plus embarrassante qui est Cat Ah, on the carrément embarrassante, quoi. oui, Non, mais c'est cool. Cat on the Wall, Ah, je trouve c'est cool ça. qu'on en parle. Mais alors, par contre, des trésors de chansons sensibles qui là sont à l'époque par la critique passés un petit peu plus inaperçus. Mais moi, je trouve que les vrais trésors de ce disque, Ouais, c'est Shame, ouais. c'est Pocket Knife qu'elle reprenait de façon merveilleuse sur la tournée en 2011. Et puis il y a aussi Desperate Kingdom of Love qui en dit long. Et là Ouais. où elle a vraiment cette voix très très fragile et où effectivement ça dit son état d'esprit où elle est sur le point de oui de quelque part De péter, de de burn-out. faire un oui et de faire une espèce de témoignage sur le fait que pour dire que l'amour c'est pas pour elle quelque part. Ouais, ouais, non, mais ça, on l'a bien compris. Et depuis pour le se début de finir sa par carrière. d'ailleurs un peu The Darkest Day of Me and Him. Juste pour dire qu'elle est plus clitoridienne que vaginale, en fait, finalement. Enfin, non, t'as pas besoin de rebondir là-dessus, mais. Oui, c'est terrible hein, de faire des émissions avec Antoine. Non, non, mais oui, oui, non, mais mais moi, je trouve. Tu dis que certaines chansons sont faciles. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je trouve. Je déteste ce terme, c'est pour ça que je le place pas, mais je vais le dire. C'est hyper authentique et tu trouves ça un peu fake, quoi, en fait. Bah Je pense que c'est. Ouais. après j'en mets ça en perspective par rapport à ce qu'elle a sorti après Oui, aussi. bah, on n'y est pas. Parce que moi, c'est un disque que quand il est sorti, que j'ai beaucoup aimé, et beaucoup écouté, etc. Et c'est Rétrospectivement, ouais. Alors c'est assez rigolo parce que l'excitation c'est un petit peu évaporé assez rapidement. Ouais. Et j'y suis revenu pour Ouais. une fois de plus creuser plus sur les chansons plus intimistes et pour vraiment les trouver super fortes. Et pour faire le contraste avec les chansons qui étaient les plus mises en avant au moment de la sortie, pour les Ouais, trouver vraiment plus anecdotiques au Ouais, final. enfin, c'est souvent Et le cas pour elle plein de ne nous- groupes Bah oui, mais enfin, de mauvais choix de single, quoi. oui, tu mais au final, PJ Harvey, habitué un petit peu moins, n'habituait pas autant Ouais. à ce qu'il y ait des chansons aussi anecdotiques sur D'accord. ses disques. Donc elle a instauré une espèce, un tel degré d'exigence que voilà. Ben, du coup, elle revient après en 2007 enfin, quasiment, elle vire un Là, peu c'est tous un ses grand musiciens, elle fait du piano-voix, quoi.
les vidéos qu'on a vues tout à l'heure, etc. C'est Enfin, pas exactement vrai, ah, puisque John Parrish est de retour. enfin, en tout cas, c'est un truc plus lancinant, plus gothique quelque part. Enfin, Ah moi, oui, moi, dans un c'est autre le- sens. C'est du gothique avec victorien. White Chalick, White Chalk. White Chalk. Et puis c'est la réunion de Paris qui écrit la musique et puis Gervais qui se reconcentre Ah sur non, les non, textes, non, non? non, 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 Parrish revient uniquement comme producteur et musicien. Oui, mais du Mais, coup, j'ai l'impression qu'il écrit la musique et qu'elle fait Ah les non, textes, pas du tout. non? Pas du tout. Non, c'est des chansons encore de PG Pas du tout, musique pas du tout. et- C'est en d'accord. 2009 qu'il refera un nouvel album de collaboration. Non, non, mais je te parle pas de collaboration, je A pensais Woman que... and Man Walk By, ça sort en 2009. Juste après celui-là, non, White Chalk, c'est un vrai tournant, un album qui va beaucoup diviser là encore, etc. Et moi, à l'époque, à l'époque, je me souviens, j'étais dans une position où j'avais eu l'avantage de l'écouter en avant-première assez longtemps avant la sortie. Et à la première écoute, j'avais fait ouais, ok, Journaliste de terrain, quoi. elle est partie dans un délire bizarre. Et je me souviens, c'était assez classique. On avait eu l'écoute avant l'été et l'album était sorti à la rentrée. Et à la rentrée, quand il était sorti, je m'étais mis à le réécouter. Il s'est dit quel con, j'ai compris maintenant. Ouais. Ah, j'étais, ça nous est tous arrivé avec des... j'étais complètement et du coup Je me sentais comme une merde, et quoi. encore aujourd'hui, c'est un des albums que je trouve les plus bouleversants. Et pourtant, elle retrouve le succès finalement qu'en 2011 avec cette bombe, enfin, qui est reconnue encore, on est quoi, même pas 10 ans après, avec Let's England Shake. Où là, elle retrouve vraiment le succès pour la première fois depuis quasiment son album de 2000, quoi, tu vois, dont on a parlé tout à l'heure, son album de 2000, le grand truc. Story for the Cities, Story for the Cities, ouais. Mais Ouh, mais là, là, t'as l'air d'avoir des réserves. non, bah non, En gros, enfin, pour résumer le truc, enfin, c'est un peu la lecture de lettres de soldats de la Grande Guerre, qu'elle met en musique. Enfin, je sais pas si je vulgarise le truc, mais c'est Oui. un peu ça. Enfin, elle commence à partir dans un trip. Oui, tu vulgarises un petit peu le truc. Bah, je suis bien Nagui pour rien. Je suis pas Nagui pour rien. Hein. Non, Nagouille. ce qui se passe surtout avant tout, ce qu'il faut avant tout souligner avant de parler du détail, c'est que je pense qu'une vraie page se tourne après White Chalk, où elle laisse de côté l'introspection. Elle décide quelque part. Ouais. White Chalk, c'est son album testament sur le fait de s'apesantir sur son ressenti, sur ses démons, sur qu'elle a fait toute sa sur carrière. ses névroses. Ouais. Et non, mais c'est quand même incroyablement courageux d'avoir bâti une carrière Ouais, sur un certain état d'esprit, sur un certain type de chanson, Ouais. et de faire décider un virage. extrêmement courageusement de faire un virage complètement politique. Elle se replie, elle veut parler dans Let England Shake de son pays et de l'absurdité de la guerre, en fait. Ouais. Elle a toujours dit qu'elle était, quand elle était plus jeune, elle disait qu'elle n'osait pas s'engager dans la politique parce qu'elle ne se sentait pas légitime là-dedans. Ouais. Et en fait, petit à petit, ce qui la choque à force de voyager et à observer le jeu politique, etc., devient de plus en plus insupportable. Et quelque part, le fait d'exposer dans son travail ses névroses lui devient insupportable par rapport, déjà parce que ça lui fait du mal, parce qu'elle arrive, je sais pas à gérer ça, sans doute pas en plus à trouver un certain truc. Ouais. Donc, elle décide qu'elle est d'une telle manière et que dans son travail de songwriter, ce qu'elle veut faire, c'est pas donner son avis, mais apporter une sensibilité sur ce que les problèmes du monde comportent. Et des problèmes peut-être un peu plus profonds que les siens. Enfin, c'est pas méchant de dire ça, mais... même si après tout le monde se retrouve dans les névroses de quelqu'un qui vient les exprimer. Quand tu prends des lettres de soldats de la Grande Guerre, enfin, c'est un peu loin des préoccupations qu'elle avait en tant que enfin, et en même temps... j'allais pas dire...
Et en Enfin, même c'était quand même quelqu'un qui était confort, qui avait jamais manqué de rien, tu vois. C'était quand même une enfant qui est née dans un contexte un peu confortable, donc. confortable. Non, confortable, je dis pas elle a pas ses propres névroses, etc., mais de s'en remettre à des choses un peu plus graves que ce qu'elle a connu. Enfin, Ce qui est est-ce que je peux me extrêmement permettre de beau, dire ça, je sais pas. ce qui est extrêmement beau sur Let England Shake, c'est que effectivement toute l'imagerie guerrière de soldats d'être comme ça transportés contre son gré sur un théâtre d'opération Ouais. et pour mais elle parle évidemment de ça, du sacrifice, de l'absurdité que cela comporte, mais aussi du rapport à la terre. Oui. Et c'est pour ça que l'album s'appelle Oui, Let on a England bien, Shake. on a bien compris, oui. Let England Shake, ça aussi, ça signifie ce qu'il y a derrière l'acte à la fois de faire la guerre et de la subir, de patriotisme. Qu'est-ce que le patriotisme veut dire? Ouais. Quelle est la Ouais. valeur de cette terre pour laquelle tu te bats, Ouais. sur laquelle tu meurs ou Ou pas, pas. ou la terre qui te manque quand tu es à Mais l'extérieur d'ailleurs, et que tu ne reconnais pas quand tu te bats pour quelque chose. Et c'est tout ça, et c'est de tout ça dont il est question sur ce disque. elle va même péter les plombs jusqu'à après enfin je vais dire ça de façon bizarre, mais jouer les grands reporters à tel point d'aller sur le terrain et d'aller vraiment visiter des zones de guerre, que ce soit au Kosovo, en Afghanistan ou. Ça, c'est pour l'album suivant. Oui, non, après Let's English Shake, elle part vraiment. Oui. En mode je suis un grand reporter, quoi. En Tu fait, vois. ce qui se passe, c'est pas, que c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est qu'elle veut vraiment Ce qui se continuer à perpétuer l'expérience Ce qui se passe- des lettres de. ce de qui la se Grande passe, c'est Guerre. qu'elle fait la rencontre d'un reporter qui s'appelle Ah, tiens. Seamus Murphy, à qui elle charge de tourner pour chaque chanson de Let England Ouais, c'est ça que je Shake. me disais que c'était Voilà. Running Out of Love. Pour chaque chanson de Let England Shake, Seamus Murphy va faire des films originaux, des espèces de clips, donc pour chacune des chansons. Donc tout Et l'album elle est représenté en clip. Tout en à fait, c'est et marrant. c'est toujours disponible aujourd'hui sur YouTube pour qui veut aller regarder Et l'intégralité. du coup, le disque, il sort avec un DVD bonus avec tous les Même clips. pas. Même Non, pas. non, non. Non, c'est après. Voilà. Ok. Et, Elle met en scène ses chansons. et une fois de plus, ce personnage, Seamus Murphy, est un reporter de guerre. Bah voilà. Et dans leur collaboration, il parle à PJ Harvey de ce qu'il a pu. Il a notamment beaucoup traîné en ex-Yougoslavie à la fin des années 90, début des années Ouais, 2000. j'ai dit Kosovo. Et il lui parle du Kosovo. Et c'est lui qui, à force de discuter de ça, il la convainc de venir avec lui au Kosovo pour voir comment ça se passe. Et ensuite, il l'emmène en Afghanistan. Et elle décide ensuite d'aller à Washington, quelque Oui. part, pour aller voir comment se passe la vie à l'endroit qui a quelque part décidé Oui, de l'état départ de l'état guerrier du monde, ouais. d'Afghanistan Ouais. ou du Kosovo. Et là, elle découvre Donc, un quartier. Elle se prend pour une autre. Elle Non, découvre je un plaisante. quartier à Washington avec une forte communauté noire, etc. Très très dans la mouise, dans la misère, dans l'abandon, et ça va être la base de son dernier album à l'heure actuelle, Voilà. qui s'appelle Hope Six Demolition Project. Donc ça, c'est un vrai album, du coup. Parce qu'il y a Project, je me disais, ouais, c'est un projet à part, mais en fait, c'est débile. Bah non, en C'est un fait- vrai album pour lequel elle va tourner et qu'elle fait un zénith. C'est la dernière fois qu'on l'a vu en France, En fait, d'ailleurs. ça prend en fait, le titre de l'album, c'est juste, Oui, oui, non, mais j'ai bien compris c'est juste après, le titre mais- du projet immobilier Oui, dont elle parle à Washington. Et un album, quand même, pour lequel, dans l'enregistrement, elle innove complètement. Elle réalise le fantasme de beaucoup de fans. Mm. C'est que elle fait un enregistrement de l'album en public. d'accord. Elle s'entend avec le musée de la Barbicane à Londres pour avoir un espace réservé, alors derrière des trucs de vitres, où les gens viennent,
il paye, je sais plus, c'était 10 livres, je crois, Ouais. pour passer 45 minutes dans un espace où, alors, ils savent absolument pas ce qu'ils vont voir. Mais Alors, des juste, fois, ils vont voir l'enregistrement d'une chanson, et puis d'autres fois, ça va juste être Ouais. des claps des pauses de pipi, heureux, ouais. ou je sais pas quoi, Ah, mais c'est voilà. cool. Et C'est donc, cool. elle va en grande partie enregistrer cet Mais album-là. et ça marche parce que la tournée passe par le Zénith. C'est la dernière fois qu'on l'a vu en France ici. On est le 20 septembre. C'est à Rock en scène, en fait, la Voilà, dernière fois qu'on l'a vu on en est le 20 France. septembre 2019 parce que on cite jamais les dates de nos podcasts. Mhm. Et donc du coup, par rapport à ça, donc son dernier Zénith remonte à il y a 3 ans, quasiment 4. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Où elle en est? Est-ce qu'elle va encore nous faire 10 albums mortels? Parce que tu vois, moi j'ai dû me farcir toute cette discographie. Quand je dis farcir, c'est avec un bonheur absolu pour vous auditeurs, etc. Et Benjamin est un grand spécialiste, donc c'était génial de faire ça. Mais est-ce que tu crois qu'on va avoir encore 10 albums où elle va nous retourner le cerveau ou parce qu'elle fêtait 50 ans, la petite Pépé? C'est bien son intention. Tu penses? Ah bah, Elle a pas envie de s'arrêter de faire de la Ah non, musique, non, non, elle va non, pas non. faire, elle va pas aller faire des photographies au Kosovo toute sa vie. Enfin, je suis un peu, je suis un peu provocateur quand je dis ça. Non, mais j'espère qu'elle va Bah elle non, se surtout remettre que- à mettre des capots en 1 sur les Gibson ES 350, quoi, comme on a vu. Surtout qu'elle a beaucoup collaboré récemment pour différentes séries télé. Bonne fureur. Hein? Oui, non, ouais. Mais ça veut dire quoi pour les séries télé? Elle a fait des bandes son pour des pièces de théâtre Ouais. et des musiques de séries télé. Mais un album, c'est pour quand? Bah écoute, elle a sorti son dernier il y a 4 ans, donc à mon avis, d'ici Ouais. d'ici 18 mois, on aura un nouveau PJ Harvey, je pense. Ouais, donc ça veut dire que ça, tu vois, quand même, par rapport à la cadence qu'elle a eue, parce que c'est quand même Non, super. c'est ça. Bon, non, à 92, 93, 95, 97. Non, mais là, je parle depuis une quinzaine d'années. Elle a un rythme d'un album tous les 4-5 ans. Ouais, bah putain, ouais, bon. Bah, on attend avec Il y impatience. a eu 5 ans entre Parce que la du coup, Single moi, Check et Hope Six. Ouais, bah, c'est bien le problème des années 2010, quoi. Il y avait aussi. Non, il y avait 4 ans entre. Moi qui ai White 15 ans de Chalk et- retard sur les bons trucs, tu vois, j'aimerais bien, pour me dire, elle sort un nouvel album, Eh ben, j'achète en écoute, vinyle. le dernier est en 2016, a priori, il y aura un nouveau assez prochainement. Ouais, et donc, puis une tournée, et il y aura l'espoir de la voir. Ah bah oui, Parce mais enfin que, bon, après, elle saura toujours nous Est-ce que surprendre sur la forme que la tournée aura. Ah, mais ça peu importe, mais est-ce qu'elle va encore se mettre des plumes d'Indien dans la tête ou pas comme sur Bah, le- en tout cas, c'est son grand truc depuis une dizaine d'années, donc c'est très possible. Bon, en tout cas, franchement, merci. Tu m'as vraiment, t'as vraiment répondu à plein de questions que je me posais sur PJ et Hervé, et j'espère vraiment pouvoir y aller avec toi dans 3 ans, quand elle aura sorti son album Ça en vaut la peine. sur peut-être c'est l'album où elle va se dire putain ça va bien et c'est cool quoi, tu vois, enfin ou pas, ou sur des soldats encore, enfin peu importe en tout cas. Ou alors juste un album de reprise Non, mais d'Oasis ce parce qu'elle s'en foutra, quoi. Ouais, non, mais ce qui est cool, c'est que c'est quand même, ça fait partie, trêve de plaisanterie, des artistes comme Nick Cave ou comme quelques-uns encore rares, parce que Bowie est mort, qui se cherchent encore, et j'espère qu'il nous surprendra au prochain et qu'il va nous mettre deux tartes à l'envers, quoi, tu vois, j'espère, enfin, j'attends Elle en ça. est tellement capable. Moi, Bah oui, c'est ça. il y a eu tellement de fois où je pensais que C'était mort. que c'était fini les haricots et que l'album suivant m'a retourné. Donc, Bah ouais, non, mais j'espère je vraiment. lui fais parce tout à que- fait confiance pour être capable de ça. Bah écoute, merci pour cette saga PJ Hervé. On se retrouve très vite. Que ce soit sur Radio Perfecto le jeudi à 21h, que ce soit sur notre YouTube, peu importe, c'est toujours Benjamin et moi. Main dans la main. Et main dans la main. Et on a écouté Abbey Road tout à l'heure, c'était pas mal, Abbey Road, la réédition, dont on vous parlera absolument pas parce que vous ne le méritez pas tant que ça. Et puis un podcast avec Laurent Blot avant la réédition parce que c'est plus rigolo. Voilà, et à réécouter en boucle. On vous embrasse, merci, à bientôt. Au revoir. Ciao.